Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur les transferts de charges de vent de la soufflerie numérique Erwin 3 vers le logiciel de calcul de structure RFM6 présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, diplômé de l'école d'ingénieurs Polytech Lille. Je suis ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris et aujourd'hui j'animerai la présentation. Je serai accompagné de Monsieur Asseya qui pourra répondre à toutes vos questions le long du webinaire. Donc pour poser vos questions, je vais vous afficher l'interface, je vais masquer ma caméra. Vous avez l'interface dédiée pour poser vos questions, également régler les paramètres audio. Si vous avez oublié de nous poser des questions, vous pouvez également nous les envoyer par mail à l'adresse info@global.fr après l'événement. Donc, au contenu de la présentation aujourd'hui, on va voir ensemble la soufflerie numérique Erwin 3 qui permet de créer des charges de vent sur des structures de toutes formes. On va tout d'abord présenter l'interface de Erwin, faire des rappels par rapport à un précédent webinaire qui avait déjà été fait. Ensuite, on vous présentera la procédure habituelle qui consiste à définir les données d'entrée dans RFM ou RSTAB, nos solutions de calcul de structure 3D. Puis on verra le transfert et l'analyse des flux de vent dans Erwin. Les charges de vent déterminées dans Erwin sont ensuite appliquées dans RFM ou RSTAB à nouveau, où on peut définir une documentation rapide et détaillée qui va être générée automatiquement. Et enfin, dans un dernier temps, on verra un exemple de vérification selon la norme Eurocode 1 partie 1.4 sur le vent, permettant de comparer simplement les résultats de la norme avec l'analyse CFD. Donc, on va tout de suite passer sur l'interface de Erwin qui s'ouvre de cette façon au démarrage. Tout d'abord, je vais vous présenter le système de licence qui, pour exécuter Erwin 3 en version complète, nécessite une licence en ligne qui a plusieurs avantages. Vous retrouverez les informations en haut à droite où vous avez votre nom ainsi que le nom de votre société et vous pouvez dans ce cas-là cliquer sur gestionnaire de licence. Donc les avantages de la licence en ligne, c'est tout simplement une utilisation multiposte sans transfert de licence. Donc, une fois que la licence est libre, elle est accessible instantanément par tout utilisateur d'une société sur n'importe quel poste. Il suffit tout simplement de se connecter avec son adresse mail et d'un mot de passe personnel pour chaque utilisateur. Ensuite, dans le gestionnaire, vous voyez les licences qui sont libres, disponibles, ou alors celles qui sont utilisées par la société. Vous avez également la possibilité d'emprunter une licence hors ligne pour une période supérieure à 24 heures. Et également, vous avez la possibilité de faire un retour anticipé de cette licence hors ligne. Donc voilà, le fonctionnement vous permet d'être assez libre sur l'utilisation de la soufflerie. Je vais vous présenter maintenant le gestionnaire de projet sur lequel vous retrouverez tous vos projets et vous pouvez les organiser. Donc vous pouvez l'ouvrir via le menu fichier gestionnaire de projet. Ici, on retrouve un premier onglet groupe de projets qui permet de lister tous les groupes de projets. Par défaut, vous en avez deux au téléchargement de Erwin, le dossier démo qui est créé par l'installation avec plusieurs exemples et le dossier RFM-RSTAB qui permet de faire le lien avec les applications de Global. Également, vous avez d'autres groupes de projets que vous pouvez vous-même, utilisateur, définir grâce au bouton nouveau, modifier, également supprimer. Si on double-clique sur l'un des groupes de projets, on a accès directement à l'onglet suivant, projet, sur lequel vous retrouvez ici les détails de tous vos projets. Ici, lorsqu'on clique sur un projet, vous avez le nom, la description, la disponibilité ou non des résultats, la taille du fichier et également la dernière date de modification. Pareil, vous retrouverez des boutons pour créer un nouveau projet à l'intérieur de ce groupe de projets, copier un projet, le renommer, le supprimer, etc. Vous avez également ce bouton calculer en lot qui permet en fait de calculer automatiquement un projet sous plusieurs directions de vent à la fois. Voilà, donc ça c'est une option assez spéciale. Ici, on va par exemple ouvrir ce modèle et ça va me permettre de vous présenter les fonctions de base dans Erwin. Donc tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est la soufflerie qui s'affiche ici à l'écran. C'est ce qu'on voit, le cuboïde. La soufflerie permet d'entourer les objets qui sont importés ou qui sont créés. Et ça va faire fonctionner là le calcul de Erwin. Il faut savoir que le calcul numérique CFD de Erwin
fonctionne comme une simulation de mécanique des fluides autour des objets à l'intérieur de la soufflerie. Donc les équations CFD, donc CFD pour Computational Fluid Dynamics, vont être discrétisées et résolues par élément fini ou même par volume fini à l'intérieur de cette soufflerie. Donc ici, le cuboïde avec 6 frontières, donc au-dessus, en dessous, sur les côtés et devant, derrière, ce sont des frontières non physiques qui vont avoir un effet sur les flux de vent qui sont potentiellement des erreurs de simulation, qu'on appelle notamment des erreurs de domaine. Donc le premier enjeu, c'est de définir cette soufflerie, de paramétrer et de placer ces barrières non physiques le plus loin possible de la structure pour minimiser les effets majeurs sur les résultats. Donc ça, on peut l'avoir, les paramétrages de la soufflerie directement dans le navigateur de données à gauche ici. Il me suffit de double-cliquer dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue avec les 6 paramètres en direction X, Y et Z qui se rapportent à l'origine du modèle. Donc, en effet, on doit placer ces barrières non physiques suffisamment loin, mais elles doivent être aussi petites que possible pour obtenir des temps de calcul assez courts. Donc voilà, il y a un enjeu entre l'optimisation de ces dimensions pour tenir compte du temps de calcul et de la précision de la solution. Donc vous avez des aides pour paramétrer automatiquement, notamment l'aide ajuster automatiquement qui permet de définir des dimensions par défaut autour des aires projetées, donc autour des aires projetées X, Y et Z du modèle, ici par exemple de la tour Eiffel. Donc la première option, ajuster au modèle fixe sur le terrain, ça va s'adapter à la hauteur H du modèle. Donc ici, la hauteur H de la tour Eiffel, ça va ajouter une autre hauteur H au-dessus du modèle. Donc la soufflerie aura une taille de 2 fois H. Ici, donc 614 mètres par exemple. Si on clique sur ajuster au modèle sans contact avec le sol, et bien dans ce cas-là, on aura une hauteur de 3H. On aura une hauteur en effet au-dessus, mais également en dessous. Et donc dans ce cas-là, le modèle importé se trouve au milieu de la soufflerie. Voilà, donc ces fameuses dimensions automatiques, elles sont définies à l'aide de facteurs d'échelle que vous retrouverez ici par défaut. Si on clique sur charger les valeurs par défaut de l'utilisateur, on retrouve des paramètres ici permettant d'avoir les résultats les plus précis possibles sur une simulation. C'est notamment en fonction des recommandations de bonnes pratiques sur les calculs CFD. Ça, c'est un article technique que vous pourrez trouver sur notre site internet que je vous afficherai à la fin du webinaire. Donc c'est, vous voyez, avec un critère multiplié par 4 pour le facteur L2, donc qui est en arrière du modèle. Et après, pareil, vous avez des facteurs pour la largeur et la hauteur. Voilà, donc on va annuler ici. Donc c'était pour présenter la soufflerie. On verra tout à l'heure sur un exemple concret. Les autres paramètres de base de la soufflerie Airwind, c'est le maillage. On verra 3 types de maillage principaux. Tout d'abord, le maillage élément fini du modèle d'origine. Donc là, en l'occurrence, ici sur la tour Eiffel. On peut l'afficher très clairement grâce à la barre des tâches ici à droite. Si on clique sur modifier le maillage du modèle, vous avez un visuel sur le maillage qui s'applique sur le modèle d'origine. OK. Donc ça, c'est le premier type de maillage. Le deuxième type de maillage, c'est le maillage élément fini simplifié. Donc là, vous pouvez l'activer ici, afficher le modèle simplifié. Et ici, c'est donc un maillage qui est créé par thermorétractation pour simplifier le modèle d'origine. Vous voyez que vous avez un maillage beaucoup plus régulier, avec des dimensions constantes sur les formes de maillage, etc. Donc c'est ce modèle qui va être utilisé dans la soufflerie. Et justement, le dernier type de maillage, c'est le maillage volume fini, donc le maillage qui remplit la soufflerie. Celui-là, il va dépendre des paramètres de la simulation qu'on va voir tout à l'heure. Et pour avoir une idée, je peux vous afficher les résultats de simulation. Vous allez voir le maillage volume fini qui apparaît. Donc, lors de l'affichage de la simulation, ici, on a les résultats qui s'affichent avec, vous voyez par exemple ici, c'est sur le champ de vitesse, un cuboïde sur le maillage volume fini qui est plus gros lorsqu'il est espacé du modèle, mais à l'approche du modèle, on retrouve des mailles qui correspondent à la même taille que le modèle simplifié. Donc c'est ces différents types de maillage qui permettent d'optimiser le calcul dans la soufflerie et d'avoir un calcul possible. Voilà.
Donc, on va revenir sur les paramètres de la simulation, donc notamment pour parler du maillage volume fini. On les retrouvera dans le menu simulation sur paramètres de la simulation. Également, vous le retrouverez directement dans le navigateur en double-cliquant ici sur paramètres de simulation. Tout d'abord, dans l'onglet général, vous avez le choix entre deux types de simulation, le flux stationnaire et le flux transitoire. Le flux stationnaire étant un écoulement constant au cours du temps et le flux transitoire étant un écoulement variable au cours du temps. Donc l'écoulement variable, il va permettre de considérer plus précisément les effets de tourbillonnement, par exemple sur une structure. C'est quoi ces effets de tourbillonnement? C'est tout simplement des effets qui vont accélérer la vitesse du vent et donc qui vont appliquer dans certains cas de figure une pression plus forte. Donc le flux transitoire peut être important dans certains cas de figure. En dessous, on aura des paramètres assez basiques sur les paramètres de flux, donc comme la densité de l'air, la viscosité cinématique, et également la vitesse d'entrée. On verra juste après que la vitesse d'entrée peut être définie plus précisément à l'aide d'un profil. Et en dessous, dans la catégorie maillage à volume fini, on retrouve la densité du maillage qui est de 20% par défaut. Au minimum, on peut être à 10% et au maximum à 100%, sachant qu'à 100%, ça nécessite des super ordinateurs pour pouvoir réussir le calcul. Donc on sera souvent sur des densités inférieures. On a trois autres options en dessous, le raffinement de maillage standard, les couches de contour, ça on le verra sur un exemple concret qui permet de raffiner le maillage volume fini le long des surfaces. Et on a une option saisir les bords du modèle si possible, là qui permet d'aligner le maillage avec les bords du modèle. Ok, donc voilà pour les paramètres, on reviendra dessus après. Dans l'onglet suivant, donc l'onglet flux stationnaire ou flux transitoire, en fonction de l'option de type de simulation qu'on a choisi, on retrouve principalement les paramètres d'itération et de convergence. On a un nombre maximal de 500 itérations qui est effectué, qui permet d'éviter les boucles infinies, mais en tout cas, si le calcul converge avant, ça s'arrêtera avant 500 itérations. On a également un nombre minimal d'itérations défini à 300 pour avoir un critère de convergence minimal. Et ce fameux critère de convergence, vous avez deux types, soit en fonction de la pression, soit en fonction de la force de traînée. Donc ça, on verra les détails de convergence lors d'un calcul tout à l'heure avec un diagramme. Ok, on a l'onglet profil de vent. Donc comme je vous l'ai dit, la vitesse, vous pouvez la contrôler de façon plus précise ici, tout simplement en rentrant la hauteur et la vitesse, donc ça manuellement. Vous pouvez également appliquer un nombre de lignes et venir ici copier-coller des valeurs depuis un tableur, par exemple, que vous auriez déjà des profils définis. Donc ça permet d'automatiser un peu plus. Vous pouvez également générer directement à l'aide de cette boîte de dialogue. Vous avez le type de profil linéaire ou logarithmique que vous pouvez générer. Et bien sûr, on verra que via RFEM ou RSTAB, vous avez des options beaucoup plus avancées pour définir les profils de vent. OK. Ensuite, on a d'autres onglets, l'onglet turbulence qui permet d'avoir différents modèles en fonction du flux stationnaire et transitoire. Ici sur le flux stationnaire et ici sur le flux transitoire. La turbulence qui en fait prend en compte les effets qui sont caractérisés par des changements chaotiques de pression et de vitesse. Donc ça va être pris en compte dans la soufflerie. Et après, dans les onglets avancés, on a des paramètres qu'on modifie rarement, mais on peut par exemple prendre en compte la rugosité des surfaces et modifier les facteurs de relaxation pour la convergence. Mais ici, on modifie rarement. Et enfin, le dernier onglet, information, on retrouve le maillage et les sommes des forces de traînée sur le modèle d'origine et le modèle simplifié qui permet de vérifier la fiabilité des résultats si on a une trop grande différence, par exemple. Ok, donc voici pour les paramètres de base de la soufflerie et pour que ce soit plus parlant pour la présentation, on va créer un nouveau modèle pour voir la simplicité de modélisation et de calcul de la soufflerie Airwind. Donc je vais quitter ici ce modèle, je vais aller dans le menu fichier et je vais cliquer sur nouveau. Donc tout simplement, je vais donner un nom à mon nouveau projet, je vais l'appeler surface. Et l'avantage ici, c'est ce que j'ai défini, c'est des modèles types. Là, j'ai défini des modèles types en fait en définissant automatiquement un profil de vent. Donc ces modèles types, ils sont préparés au préalable avec des paramètres spécifiques sur les paramètres de simulation ou de taille de soufflerie et donc qui sont disponibles ensuite lors de la création d'un nouveau modèle.
Donc ici, je vais désactiver l'import d'un modèle d'un fichier parce que par défaut, on va pouvoir importer des modèles IFC. Mais ici, on va commencer dans cet exemple, on va créer le modèle nous-mêmes. Donc on peut cliquer sur OK. Une fois qu'on valide, il nous donne une dimension de soufflerie, mais on peut la valider puisqu'on va la modifier après. OK. Donc vous voyez dans le paramètre de simulation, ici je retrouve un profil de vent qui est déjà défini grâce à mon modèle type. OK. Pour insérer un modèle, je vais venir dans le menu Insérer et je vais cliquer sur Insérer un nouveau modèle modifiable. Je vais nommer ce modèle surface pleine et ça va m'ouvrir le modèle dans l'éditeur lorsque je clique sur OK et ici je peux dessiner mon modèle. C'est tout simplement une surface rectangulaire, donc je vais juste utiliser les paramètres de la grille ici pour la mettre de façon verticale avec un espacement de 1 mètre. OK, et ça me permet de facilement modéliser ici grâce à l'outil nouvelle surface rectangulaire. Je me mets à la position Z égale 0 pour être au pied de la soufflerie et je dessine un rectangle de 20 mètres par 20 mètres. Tout simplement, je valide en fermant l'éditeur, oui, et je retrouve ici ma surface qui est bien en pied de soufflerie. On va afficher le modèle simplifié directement. On voit ici le nouveau maillage simplifié sur notre modèle. On voit qu'il est très discrétisé. On n'a pas forcément d'avoir un maillage aussi dense pour le modèle très simple que l'on réalise. Donc, je peux faire un clic droit sur le modèle, modifier. Je peux également faire un clic droit ici dans le navigateur. Et dans tous les cas, ça me permet d'ouvrir la boîte de dialogue du modèle et les critères de simplification. Donc ici, si je me mets à 0, avec un niveau de détail très faible, OK, vous voyez que le maillage a grossi et que j'ai un maillage correct pour la surface rectangulaire ici. Également, donc, on va regarder le maillage à volume fini. Donc ici, je vais aller dans le menu simulation, générer le maillage. Les dimensions de la soufflerie sont inférieures à celles recommandées, ce qui peut causer des résultats incorrects. Voulez-vous continuer le calcul? Donc, en effet, je n'ai pas redéfini la soufflerie. Je vais cliquer sur non et automatiquement, il me propose de redéfinir la soufflerie. Je vais cliquer sur ajuster automatiquement, ajuster au modèle fixe sur le terrain et vous voyez que les dimensions sont mises à jour. Et après, vous avez également la main pour modifier manuellement les dimensions et avant de valider, vous voyez ici les nouvelles dimensions de la soufflerie. OK, je peux recliquer sur générer le maillage et on va voir le maillage en volume fini. Je peux me mettre déjà en direction Y. Hop, voilà, je vais pouvoir visualiser sur l'ensemble de la soufflerie le maillage 3D. Ici, vous avez le détail de calcul en cours sur la soufflerie. Et voilà, vous voyez les grosses mailles loin du modèle et à l'approche du modèle, vous voyez ici les plus petits éléments finis. Tout à l'heure, je vous ai parlé des couches de contour. On va l'activer ici puisque vous voyez que vous avez une seule rangée de mailles proche de la surface. Donc ça, je peux aller dans le menu simulation, paramètres de la simulation et je vais activer les couches de contour. OK. Et donc là, oui, ça va me supprimer le maillage. Je vais demander à régénérer le maillage. Et du coup, ça va me créer des couches de contour. Donc ça, c'est une option qui est recommandée pour avoir un maillage raffiné à l'approche des surfaces. Donc notamment si on doit prendre en compte, par exemple, la rugosité des surfaces dans l'analyse des simulations des flux de vent. Donc là, ça relance le maillage et on va le voir réapparaître ici, donc qui est un tout petit peu plus long puisqu'on aura un raffinement de maillage proche de la surface. Mais vous voyez ici le raffinement avec les 5 couches de contour proches de la surface. OK, on va pouvoir lancer le calcul. Et ici, on a le calcul. Donc, la prochaine étape que je vais vous montrer, donc je vais revenir rapidement pendant le calcul sur la présentation, c'est les surfaces perméables. Donc, je prends cet exemple très simple pour vous montrer la perméabilité. Donc, c'est quoi? C'est des exemples, des exemples d'applications de façades qui vont laisser passer un peu le vent. Donc, ça s'apprête par exemple sur les treillis métalliques, les bardages perforés, les persiennes, etc. Et donc, au lieu de modéliser complètement ces perméabilités, on va utiliser un critère de perméabilité qui permet de définir via des conditions limites les pertes de charge imposées sur les surfaces. Donc ça va dépendre de 3 paramètres, les coefficients de Darcy et le coefficient d'inertie, qui eux deux dépendent notamment de la longueur du milieu poreux. Donc c'est la longueur du milieu à traverser.
Vous avez ici un rappel, mais qui est disponible dans le manuel en ligne de Erwin sur le calcul du coefficient D et du coefficient I, qui dépendent tous deux de alpha, la perméabilité en mètres carrés, et également un autre paramètre CF qui est le paramètre de Forchheimer. Et on va voir que dans Erwin, la définition de la perméabilité, donc de ces coefficients, se définit via un matériau. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Ici, le calcul est en train de se terminer. On va voir qu'il va atteindre, il va peut-être s'arrêter juste avant les 500 itérations pour avoir une convergence en dessous du résidu de 0,01. Voilà, une fois passé en dessous, le calcul s'arrête et les résultats sont disponibles. Donc voilà, tout d'abord, on a la pression surfacique qui s'affiche, mais pour l'instant, on ne va pas regarder les résultats, on va paramétrer la zone perméable. Donc, je vais modifier le modèle. OK, je vais le sélectionner, je vais cliquer sur Ouvrir dans l'éditeur de modèle. Je vais remodifier ici les paramètres de grille pour définir une surface à l'intérieur de ma surface. Donc là, je vais prendre des espacements plus petits. OK, voilà, je vais utiliser cette zone et je vais redéfinir une surface. Ça me permet de définir la nouvelle zone perméable à l'intérieur de la surface. La nouvelle surface se trouve sur une autre surface. Voulez-vous intégrer? Oui. OK, je fais un clic droit et je peux fermer l'éditeur. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Hop, ça va supprimer les résultats. Et ici, on va copier cette surface, on va la sélectionner, on va cliquer sur déplacer le long d'un vecteur pour avoir un comparatif entre la surface pleine et la surface perméable. Donc là, je vais la déplacer de 30 mètres pour avoir deux surfaces de référence. Ici, ce modèle, on va le renommer surface perméable. Voilà, donc maintenant j'ai une surface pleine et une surface perméable. Et pour définir la perméabilité, je vais aller dans la barre des tâches, ici dans modifier les zones, et je vais créer une nouvelle zone. Voilà, donc ici dans la nouvelle zone, c'est dans le fameux matériau qu'on va définir la perméabilité. Je peux cliquer sur créer un nouveau matériau. Je vais l'appeler revêtement poreux, par exemple. Et je peux activer la perméabilité avec des critères pour le coefficient D, pour le coefficient I et la longueur du milieu que je définis par exemple à 5 cm. OK. Cette zone, je peux l'appeler zone perméable. OK. Et je clique sur la zone pour pouvoir l'attribuer facilement à la nouvelle zone que j'avais définie. OK. Et si je retourne dans modifier le modèle, on voit ici qu'on peut voir à travers la surface. Ça va bien prendre en compte une perméabilité à travers la surface. OK. Alors, pour montrer les résultats, je vais tout simplement quitter ici ce modèle pour vous présenter la définition. Je vais aller directement dans le gestionnaire de projet. Dans webinaire, j'ai directement ici les surfaces perméables. Voilà, donc ici, j'ai en fait effectué 4 copies. Je retrouve le modèle de surface avec la surface pleine. Une surface perméable avec une forte épaisseur, donc j'ai défini 50 cm sur la longueur L du milieu poreux, la surface perméable avec la faible épaisseur et la surface ouverte où là j'ai complètement créé une ouverture au lieu de créer une surface perméable. On va voir donc les résultats qui sont aussi disponibles avec des zones. Voilà, si je reviens dans la barre des tâches modifier les zones, on voit ici la zone perméable avec 50 cm et ici la zone perméable avec 5 cm. Et si je regarde les résultats, vous voyez ici une pression surfacique qui s'applique directement sur la surface pleine de 1000 pascal. Et ici, on a diminué à 300 pascal et 100 pascal ici. Et ici, vous voyez qu'il n'y a aucun résultat disponible puisque le flux de vent passe à travers. On peut également regarder les résultats de champ de vitesse. En cliquant ici, ça m'applique un trancheur où je peux visualiser les résultats de champ de vitesse. On voit que le flux de vent passe au-dessus de la surface puisqu'elle ne peut pas passer à travers. Et par contre, si je déplace ici le trancheur, alors en sélectionnant ici, on voit l'évolution à travers les autres modèles et on voit ici que le vent passe à travers la surface perméable. Donc ici, ce trancheur, je peux l'afficher pour toutes les surfaces. Je vais aller dans l'onglet découpe ici en bas à droite. Et je retrouve les paramètres de mon trancheur. Donc je peux le positionner au centre. Voilà, donc là, il se positionne au centre de ma soufflerie. Je peux le modifier ici à 30. OK, comme ça, il s'applique ici. Et également, je peux activer l'effet cascade pour avoir plusieurs tranchants sur ma soufflerie.
Ici, je peux augmenter le pas pour avoir mes 4 trancheurs sur mes 4 modèles. Voilà, donc là, c'est parfait. J'ai simplement, avec le curseur, la main pour lire directement les valeurs de vitesse avec 10 mètres par seconde ici. Ici, lorsque ça traverse un peu, on est à 30 mètres par seconde à peu près. Et là, on est au-dessus de 40 mètres par seconde. Et on a à peu près la même valeur ici que ici avec la surface complètement ouverte. Donc voilà comment on peut considérer la perméabilité. Ok, on va passer sur la suite du webinaire avec le transfert de charge de vent de Erwin à RFEM. Donc, tout simplement, le flux de travail qui va consister à modéliser dans RFEM6 et ensuite avoir le calcul dans Erwin et de récupérer les résultats dans RFEM6. Donc, Erwin va simplement être utile pour faire l'analyse de soufflerie numérique et tous les résultats vont être renvoyés vers RFEM où on peut effectuer la documentation. Donc, pour cela, je vais ouvrir ici RFEM avec un modèle de tutoriel qui est un modèle disponible sur notre site internet où vous avez tous les détails de modélisation et on va effectuer ici l'analyse de vent. Là, j'ai Erwin d'ouvert, je vais pouvoir le fermer puisque ça va être automatiquement ouvert depuis RFEM. Donc ici, je vais utiliser les assistants de charge, voilà, qui se situent ici dans RFEM pour générer les directions de vent pertinentes pour le modèle et les profils de vent selon la norme. Et également, vous allez voir que tous les paramètres de Erwin que je vous ai présentés seront disponibles et modifiables dans RFEM. Donc tout d'abord, on va modifier les données de base, ici en cliquant sur ce bouton, pour accéder à l'onglet module et activer la simulation des flux de vent. Ensuite, dans l'onglet norme 1, vous retrouvez le groupe de normes pour l'Eurocode 1 et vous pouvez sélectionner ici l'annexe nationale française. Également, l'onglet intéressant ici, c'est l'onglet paramètres du modèle où vous pouvez rentrer l'adresse du projet. Donc, il vous suffit de cliquer ici sur importer l'emplacement à partir de la carte et vous allez avoir la carte de vent disponible pour la France. Donc ici, c'est la carte de neige qui s'ouvre par défaut. Je peux cliquer sur vent et ça se met à jour avec les zones de vent. Ici, je peux renseigner l'adresse de mon projet. Donc ici, l'adresse de Loubal à Paris, donc 32 rue Cambrai dans le 19e. Hop. Je sélectionne et ça me met automatiquement la zone de vent avec la vitesse du vent et la pression dynamique. Également, vous avez une version bêta qui vous permet d'avoir des paramètres supplémentaires pour avoir les profils réels de vent en fonction des critères, donc notamment sur la catégorie de terrain. Si vous modifiez, vous avez les profils qui se mettent à jour. Hop. Également, sur la hauteur de la structure, je peux modifier et ça remet à jour. Vous avez de nombreux paramètres ici que vous pouvez modifier pour avoir une idée du profil direct. Également, vous avez l'onglet profil de vent qui permet de copier-coller les valeurs tout simplement vers un tableur à vous personnalisé pour enregistrer les données. Donc nous, on va valider ça et ça va bien charger ici dans le modèle les données et après, ça va être utilisé dans les assistants. Si je clique sur OK, voilà, la position du projet a été modifiée. Souhaitez-vous modifier les paramètres dépendants de la position dans les assistants? Donc oui, ça va me permettre d'avoir automatiquement l'adresse dans mes profils de vent. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Dans mon assistant de charge, ici, je retrouve le profil de vent selon la norme. Donc je peux double-cliquer ici, il est en rouge. Ça ne l'a pas dû l'enregistrer. J'avais bien cliqué sur OK pourtant. Je peux le renseigner. 32 rue Cambrai. Il y a dû y avoir une erreur pendant l'enregistrement. OK. Et ici, j'ai bien les paramètres de zone qui reviennent. Ensuite, je vais pouvoir, comme dans l'affichage de l'outil de géolocalisation, modifier les catégories de terrain. Ici, je peux mettre sur la catégorie de terrain 4. La hauteur de la structure, on voit qu'elle est automatiquement définie. Et vous avez les valeurs du tableau avec les vitesses de vent et l'intensité de la turbulence. Également, vous avez la possibilité de définir vous-même les valeurs du tableau si vous sélectionnez le type de profil défini par l'utilisateur. Ok, donc nous, notre profil de vent, il est bon. On valide. Donc là, ici, il se met en bleu ciel puisqu'il n'est pas encore utilisé. Et on va utiliser l'assistant simulation des flux de vent pour générer les directions. Donc là, je peux faire un clic droit dessus. Nouvel assistant de charge.
et je retrouve ici le profil de vent et les directions de vent. Donc soit je peux définir pas l'utilisateur, ici je vais définir des directions constantes avec un pas d'angle de 90 degrés. Et lorsque je valide, je peux aller dans l'onglet suivant 4 charges, je retrouve les 4 directions de charge de vent qui vont être générées à 0 degré, 90 degrés, 180 et 270 degrés. OK. Également, le dernier paramètre qu'on retrouve ici, c'est les paramètres pour l'analyse de simulation des flux de vent. Je peux cliquer sur modifier et je retrouve en fait les paramètres de Erwin que je vous ai présentés au début du webinaire sur le type de simulation, la densité, la densité du maillage. D'ailleurs, ici, on va passer à 10% pour cet exemple. OK. Dans l'onglet flux stationnaire, on retrouve les paramètres d'itération. Dans l'onglet moniteur de résidus, le type de convergence, pression ou force de traînée. Et dans l'onglet avancé, les facteurs de relaxation. Mais ça, on va tout laisser par défaut. On a juste modifié la densité. On valide, OK, et les 4 charges sont générées. Je peux le vérifier dans la boîte de dialogue 4 charges et combinaisons en faisant un clic droit ici dans le navigateur, 4 charges et combinaisons. J'ai accès à la boîte de dialogue et dans l'onglet 4 charges, je retrouve les 4 charges de vent, de simulation des flux de vent ici. On voit d'ailleurs qu'ils sont en violet, c'est qu'ils ne sont pas modifiables et supprimables. Ils dépendent de l'assistant simulation des flux de vent. Dans l'onglet simulation des flux de vent, on retrouve les paramètres utilisés ainsi que les profils de vent. Et dans l'onglet soufflerie, on retrouve les dimensions de la soufflerie pour chaque direction. Donc on voit que c'est différent pour chaque direction en fonction des airs projetés. On a ici les dimensions visibles. Et si on le souhaite, on peut basculer ici entre une image dynamique et statique pour afficher en temps réel la soufflerie autour du modèle. Voilà, on voit ici pour chaque direction. OK, on va donc également, juste avant de lancer Erwin, je peux regarder les combinaisons de charges. Vous voyez ici que ça a généré 184 combinaisons où le vent va être pris en compte alternativement direction par direction. Voilà, donc à partir de la combinaison 9, on retrouve le vent à 0 degré, à 90, à 180, etc. avec les autres charges d'exploitation et les autres charges permanentes avec les coefficients qui vont bien. Donc tout cela de façon automatique. OK, donc pour lancer dans Erwin, je retourne sur mon 4 charge 5 par exemple, et dans l'onglet simulation de vent, je peux cliquer sur ouvrir dans Erwin. Hop, ça va enregistrer les données, et on a ici une boîte de dialogue avancement du calcul qui permet de générer le maillage du modèle. Donc ça, c'est pour avoir le maillage d'origine, afin d'ensuite d'avoir le maillage simplifié dans Erwin. Donc là, j'ai Erwin qui se lance et qui va s'ouvrir automatiquement. La première chose que l'on va faire lorsqu'on ouvre la soufflerie, c'est de vérifier le modèle simplifié si on a bien des hypothèses conformes à ce que l'on souhaite définir. Voilà, donc on a bien le modèle ici RFEM et je peux aller dans la barre des tâches, afficher le modèle simplifié. On va voir qu'on a plusieurs améliorations à faire. Tout d'abord, c'est par exemple la prise en compte des formes de profilés. Ici, on est sur des détails assez complexes qui ne sont pas forcément nécessaires. On va pouvoir les modifier. Parce que par exemple, si je viens modifier la simplification de mon modèle, ici, donc si je double-clique et que je mets une taille des détails à 5 cm par exemple, OK, vous allez voir, OK, vous allez voir que la simplification du modèle va prendre plus de temps à cause notamment des formes de profilés qui nécessitent un maillage par thermorétractation plus complexe et qui va épouser la forme des profilés. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut pousser aussi loin dans l'étude et on va pouvoir le simplifier après dans les données d'entrée de RFEM. Voilà, donc vous voyez en bas à gauche l'optimisation du maillage film plastique qui s'effectue pour le modèle simplifié. Une fois terminé, on voit ici le maillage. Pour l'afficher encore plus clairement, je peux utiliser l'onglet Vue ici en bas à gauche et désactiver le modèle d'origine. Voilà, ça me permet d'avoir un visuel vraiment que sur le maillage et on voit bien que la forme des profils est prise en compte, ce qui est peut-être un peu trop détaillé pour notre calcul de simulation des flux de vent. Donc ça, on va le modifier ensuite. Et la deuxième chose à améliorer dans nos données d'entrée, c'est ici les ouvertures. En effet, je ne l'ai pas modélisé dans RFM, mais par exemple, dans la réalité, j'ai une couverture qui est positionnée sur les pannes ici. Je ne l'ai pas modélisé dans RFM parce que ce n'est pas structurel, mais je dois bien le prendre en compte pour la soufflerie. Donc, c'est ce qu'on va prendre en compte. Donc, on va fermer Erwin.
on n'a pas besoin d'enregistrer les modifications puisqu'on va modifier les données d'entrée pour revérifier notre maillage dans un second temps. Ok, donc la question sur les ouvertures, donc là ici ça correspond à nos pannes, elles font environ 5 mètres de long, donc je vais devoir fermer les ouvertures avec une taille de référence de 5 mètres. Vous pouvez aller dans le menu calculer et ce sera dans l'outil paramètres de maillage. Le dernier onglet qui s'appelle simulation des flux de vent, vous retrouvez les détails de Erwin pour la simplification du modèle. D'ailleurs ici on va pouvoir passer à 1 et on va pouvoir fermer les ouvertures par rapport à une taille réelle qu'on définit ici à 5 mètres. Donc c'est ici que vous retrouvez ces fameux paramètres. Et comme je vous l'ai expliqué pour les sections, on va utiliser une topologie de barre optimisée à 0, donc avec un facteur très faible, pour ne pas avoir la forme des sections précisément exportée vers Erwin. Pour le reste des paramètres de maillage, terrain et modèle environnant, ça a été traité lors d'un précédent webinaire sur l'import des IFC autour du modèle RFEM, que je pourrais vous présenter le lien à la fin du webinaire. Également, on verra l'option Erwin en mode silencieux qui va pouvoir être utilisée après. Donc voilà, on valide la taille réelle et la topologie à 0. OK. Et on peut revérifier cela dans Erwin. Au lieu d'aller dans la boîte de dialogue des cas de charge, on peut passer par le menu calculer, ouvrir Erwin et on sélectionne le cas de charge. Et ça va nous réouvrir Erwin et on va pouvoir vérifier le nouveau maillage simplifié. Donc Erwin est en train de s'ouvrir ici sur mon autre écran et il va s'afficher sur l'écran principal. Et on va voir la première chose, c'est la forme des sections exportées. Voilà. Vous voyez que la forme est remplacée par une section rectangulaire qui englobe le contour de la section d'origine, ce qui permet d'avoir un calcul du maillage simplifié plus rapide. On peut activer d'ailleurs le maillage simplifié. Voilà, on voit qu'il est pris en compte ici. Je peux désactiver comme tout à l'heure le modèle d'origine. Et on voit ici mon modèle simplifié avec une toiture lisse ici au niveau des ouvertures de panne comme je voulais le prendre en compte. Donc ici, c'est bien, ça correspond bien à mes attentes. Ok, on va pouvoir lancer le calcul. Ici, vous avez le démarrage donc du maillage 3D qui se fait et avec les détails. Pour avoir le détail en temps réel, vous pouvez également cliquer sur afficher l'historique ici dans la barre des tâches et vous retrouvez les détails sur Snappy X Mesh qui permet d'avoir le maillage élément fini dans la soufflerie. Une fois terminé, vous allez voir le temps de calcul qui apparaît. Voilà, donc finished meshing in 18 secondes. Donc ça a pris 18 secondes pour générer. Et après, vous retrouvez d'autres paramètres. Sur la vitesse ici de calcul d'itération, n'hésitez pas à regarder dans les options du programme, ici dans le menu options. Vous avez le calcul parallèle qui est activé par défaut avec un nombre de cœurs en fonction de votre ordinateur. Donc si jamais ce n'est pas activé et que vous avez des temps de calcul anormalement longs, vous pouvez vérifier ce paramètre. OK. On retrouve après les itérations et les détails au fur et à mesure en temps réel sur le temps de calcul dans Erwin Solver Steady pour le flux stationnaire. Donc ça donne des informations assez pertinentes pour connaître le temps de calcul du maillage et du calcul du flux stationnaire sur le modèle pour voir en fonction de certains paramétrages les temps de calcul qui peuvent varier. Donc voilà, on voit qu'ici, il va atteindre le facteur résiduel et qu'au bout de 300 itérations minimum, il s'arrête. Ici, alors, j'ai un avertissement à la fin du calcul. Le calcul Erwin est terminé. Les résultats peuvent être transférés vers RFEM, RSTAM et seront traités après la fermeture de Erwin. Donc là, on va cliquer sur non. On va rester dans Erwin pour visualiser un peu les résultats. Et ici, sur le calcul, vous voyez le temps de calcul qui est à peu près de 1 minute ici sur ce fichier. Voilà. Également, donc, la courbe qu'on voyait de convergence, on peut la réafficher via le menu Résultats. Vous avez ici Graphique résidu et vous retrouvez la fameuse courbe que vous aviez à droite dans la barre des tâches avec la courbe en bleu qui est le résidu de convergence de la pression qui est bien à 0,01 au niveau de la 300e itération. À titre indicatif, vous avez également la courbe en bleu ciel qui concerne la force de traînée qui pourrait être une convergence alternative que vous pourriez sélectionner.
Au niveau du principe de convergence, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez des explications très claires et précises dans notre manuel en ligne de Erwin. Mais en tout cas, si vous avez des problèmes de convergence, si au bout de 500 itérations, vous n'êtes pas en dessous du critère de convergence, sachez que les premiers paramètres à modifier, c'est les paramètres de simulation, donc notamment sur la densité de maillage, le nombre d'itérations, le type de résidu. Et également, si ça fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à regarder les paramètres de la soufflerie, les dimensions de la soufflerie. Comme je vous l'ai dit au début, il est conseillé d'allonger la soufflerie en arrière du modèle pour avoir des convergences possibles. Voilà, donc nous, on va regarder les résultats ici sur notre modèle. La pression la plus forte qui s'affiche en rouge avec le curseur, ici, on voit elle est de 0,53 kN par mètre carré. Vous avez l'échelle de couleur ici. On peut afficher d'autres types de résultats comme les coefficients CP. On aura les mêmes échelles de couleur ici tout simplement avec un ordre de 1,15. Ce qui peut être intéressant à afficher, c'est les lignes de flux. Donc là, ici, c'est un excellent outil pour étudier les caractéristiques des flux de vent, où en fait, on a une représentation des courbes tangentes à la vitesse du vent qui indique la direction dans laquelle le fluide se déplace. C'est encore plus parlant quand on active ici l'animation des flux. On voit bien le déplacement des fluides à travers le modèle. OK, on peut désactiver ici. Ce qu'on va pouvoir regarder également, c'est les efforts de barre. Et ici, pour les barres qui sont présentes dans RFEM ou RSTAB, vous avez la représentation des efforts en fonction des maillages, du maillage d'origine. Vous voyez ici des forces descendantes pour la première poutre face à la direction du vent et des forces plutôt ascendantes vers le haut pour la dernière poutre. Pour les pannes intermédiaires, on a au début des forces descendantes et après des forces ascendantes. Donc cette représentation variable des efforts, on va pouvoir également la visualiser dans RFEM. Donc justement, on va pouvoir fermer ici Erwin en haut à droite, enregistrer les modifications et retourner dans RFEM pour lire les résultats. Voilà, donc ici on a le cas de charge 5 avec le modèle. Je peux cliquer sur afficher les résultats et ça va récupérer les résultats de la simulation pour faire l'analyse statique et récupérer les résultats d'effets internes, de déformation, de contraintes, de réaction d'appui, etc. Voilà, donc ici j'ai les déformations qui s'affichent par défaut. Je peux afficher le modèle en filaire, ça me permet de voir voilà, directement plus visuellement les déformations sur les barres. Ici, les surfaces sont affichées en couleur et les barres en ligne. Je peux modifier cet affichage grâce à la partie inférieure du navigateur résultat ici. Donc ici, dans la catégorie déformation, je peux choisir section colorée. Voilà, on a une représentation plus parlante ici des déformations sur les barres. Également, on a un ordre de grandeur de 0,5 mm. Donc là, ici, la représentation est exagérée par rapport au vrai déplacement. Donc là, vous pouvez aller dans l'onglet facteur d'affichage de résultats pour modifier par exemple à 100 le coefficient d'affichage pour avoir une représentation plus réelle. OK, donc voilà pour les déformations. Après, sur les barres, vous pouvez regarder les efforts internes. Ici, on a les efforts normaux. Ici, en rouge, ça représente la traction. Donc, on voit que par exemple, pour les poteaux, on a principalement du soulèvement dans les poteaux. On le verra après avec les réactions d'appui. Et sinon, en bleu, ça aurait été de la compression. Pareil pour les efforts internes MY, donc les moments. On peut visualiser les moments et on voit que sur les pannes, ici, on a un moment entravé inversé par rapport à un moment gravitaire. Donc, on a bien un soulèvement qui va se faire ici au niveau des pannes. OK, on va pouvoir désactiver ces affichages. Je peux afficher par exemple pour les surfaces en dessous les efforts internes MX ou MY en fonction de l'axe local de la surface. Voilà pour les surfaces. Et sur les réactions d'appui, je peux afficher les réactions d'appui linéiques. Ici en Z, je vais désactiver les appuis nodaux pour l'instant. Vous avez une représentation linéaire en fonction du maillage sur les lignes. Donc là, ici, on voit qu'on a une partie qui vient empêcher le soulèvement et une autre qui vient plutôt s'appuyer sur l'appui. Donc cette linéarité, elle est affichée par défaut, mais vous avez aussi des options dans les réactions d'appui ici pour afficher la répartition lissée. Et donc là, ça nous permet de voir que de façon avec une certaine moyenne, l'intégralité des lignes est plutôt sujette au soulèvement.
Ok, on peut le voir également sur les appuis nodaux. Si j'active uniquement la composante Z, on voit qu'on a des réactions d'appui qui représentent du soulèvement ici dans nos poteaux et dans nos appuis. Ok, donc voilà pour les résultats de réaction d'appui. Quelque chose d'important lorsque vous utilisez Erwin, c'est la distribution de charges. Donc, avec les nœuds du maillage EF, vous avez une représentation des charges de Erwin qui s'applique à chaque nœud de maillage de RFM. Également, vous pouvez afficher ici les charges à l'aide de Erwin. Et dans ce cas-là, vous avez les composantes par rapport aux axes globaux. Donc là, ici, PX, ça représente bien la direction, la pression du vent par rapport à la direction X, qui est bien la direction ici de notre soufflerie. Voilà. Et du coup, vous avez bien uniquement cette surface qui est sujette à de la pression. On peut réafficher le panneau de couleur ici et également visualiser les zones qui sont le plus sollicitées facilement. Ok, également, on aura en Y et en Z global sur les toitures. Et si je prends l'axe local, ce sera notamment par rapport à l'axe Z qui est l'axe perpendiculaire à chaque surface. Et là, vous avez des valeurs de résultats. Ok. On va pouvoir afficher également d'autres types de distribution de charges. Donc là, si je désactive les charges sur Erwin et les nœuds de maillage, on peut également afficher les charges effort indé qu'on a vu tout à l'heure dans Erwin, notamment les forces concentrées. Donc si j'active FY, vous voyez ici les charges de barre qui sont réparties depuis Erwin pour notre poutre ici, notre poutre ici. Pour les autres pannes, donc ce sera notamment en Z. On voit ici le début en charge descendante et le reste des pannes sur la fin des pannes qui sont plutôt en soulèvement. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie analyse statique. Et on peut ici, dans la liste déroulante des navigateurs résultats, afficher l'analyse de simulation des flux de vent. Donc ici, vous avez les résultats de Erwin qui sont directement disponibles avec la pression, le coefficient de pression et également les grandeurs du champ d'écoulement. Ici, je peux activer en bas une coupe pour, pareil que dans Erwin, visualiser le champ de pression, le champ de vitesse, etc. Il y a également la turbulence que je peux afficher. Ok, également ce que je peux vous montrer ici, si je reviens sur les grandeurs surface X, c'est qu'on peut afficher le modèle sur le modèle de calcul et également sur le modèle d'origine là qui s'applique, qui interpole les valeurs du modèle de calcul sur les surfaces du modèle d'origine. Voilà, également donc toutes ces valeurs d'analyse de simulation des flux de vent, vous le retrouvez dans le tableau ici avec un aperçu sur les forces de traînée, les informations sur le modèle de calcul et les paramètres de l'analyse de simulation de flux de vent. Ok, je vais revenir sur les résultats d'analyse statique pour mettre en évidence un point très important. Ici, si j'affiche les éléments, donc les charges de force concentrées sur les barres, je vais mettre en évidence les pannes. Donc, je vais sélectionner les profils IPE 200 pour visualiser les résultats que sur les pannes. Je vois que j'ai des valeurs assez faibles de l'ordre de 13 newtons ou 20 newtons en charge descendante pour mes pannes. Si je le souhaite, je peux également regarder ces résultats sous forme de moments. Ça va être encore plus parlant. Voilà, on a seulement un moment de 0,02 kN ici sur nos pannes. En fait, la simulation qu'on a réalisée en fermant les ouvertures grâce au maillage de Erwin ne remplace pas les surfaces qu'on souhaite prendre en compte. Donc ça veut dire que toute surface qui n'est pas incluse explicitement dans le modèle RFM ne sera pas incluse dans Erwin. Du coup, les charges de vent qui s'appliquent sur ces surfaces ne sont pas retransférées aux barres ici qui sont censées supporter la surface. Donc il va falloir modéliser une surface réelle et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser une surface de transfert de charge qui va être très utile. Donc on va aller dans le menu insérer, objet de base, surface et je peux cliquer ici sur plan, boîte de dialogue. Ici, je vais sélectionner le type de surface transfert de charge, qui est une surface sans rigidité, qui me permet de transférer la charge où je souhaite. Ici, je vais sélectionner les lignes de contour. Voilà, je sélectionne les 4 lignes, OK. Et si je visualise directement ici, je vais avoir voilà, une prévisualisation de ma surface et la direction du transfert doit se faire en Y par rapport à l'axe local. Donc là, on voit qu'ici, tous les objets sont chargés par défaut. Et si je choisis l'axe Y, j'ai bien que les barres 5 à 8 qui seront chargées. Donc,
je valide. Forcément, ça supprime le maillage. Je vais pouvoir afficher en solide. On a maintenant une surface qui est réellement prise en compte dans le modèle de calcul. Et avant de relancer Erwin, je vais pouvoir modifier les paramètres de simulation. Ici, vous avez la possibilité de modifier la distribution de charge de barre. On va choisir trapézoïdal. OK. Et ça va modifier après pour les résultats. Ici, je peux lancer le calcul du cas de charge 5. Et vous allez voir que ça ne va pas m'ouvrir Erwin. Ça va en fait calculer en silencieux l'analyse de simulation des flux de vent. Donc, ça, c'est un conseil lorsque vous utilisez la soufflerie. Lancez une première fois la soufflerie en l'ouvrant afin de vérifier votre maillage pour voir s'il est conforme à vos attentes. Et une fois que vous aurez vérifié et validé les paramètres de maillage, vous n'avez plus besoin de forcément d'ouvrir la soufflerie. Le calcul se fait automatiquement et vous avez le détail de calcul directement visible ici avec le diagramme de convergence dans la boîte de dialogue avancement du calcul. Et on va voir du coup que le transfert de charge va bien se faire sur les pannes avec les nouvelles valeurs. Voilà. Donc la génération du maillage a été réalisée. Et ensuite, on a les itérations qui sont lancées. Et là, on retrouve les diagrammes de convergence typiques de Erwin. Donc j'en profite pour vous montrer sur notre site web. Donc le précédent webinaire qui avait été réalisé sur lequel vous retrouvez les modèles IFC. Également sur les critères de soufflerie, vous avez ici un article technique, taille de soufflerie recommandée selon l'Eurocode. Vous voyez les critères qui sont définis avec la soufflerie par défaut et la taille recommandée. Et également des exemples de vérification, donc là qui seront le sujet du prochain exemple qu'on va voir tout de suite après. Ok, donc on voit ici les itérations qui avancent et qui vont s'arrêter à partir de 300 itérations. Et une fois que le calcul de la simulation est fini, ça passe à l'analyse statique. Voilà, donc là on a atteint au-dessus des 300 itérations minimales. Le calcul se termine pour pouvoir être post-traité dans RFEM automatiquement. Ici, vous avez un rappel sur le type d'analyse linéaire qui est utilisé pour le cas de charge. Et ici, en 3 secondes, le calcul est terminé. OK. Et donc ici, je peux réafficher mes pannes. Donc, je vais me remettre en modèle transparent. Et si je réactive ici mes pannes, je vois mes moments qui ne sont plus de l'ordre de 0,02 kN même, mais de 0,23. Donc, ça a bien transféré mes charges. OK. On va pouvoir... Ah oui, une dernière chose également, si je vous montre la distribution de charge ici sur mes éléments, je peux passer sur les charges continues. Voilà, j'ai bien la charge trapézoïdale qui est maintenant disponible pour mes pannes. Ok, on va pouvoir passer à la documentation. Donc, je vais juste modifier le modèle. Je vais passer dans le modèle avec tous les résultats. Donc ici, c'est un modèle sur lequel on aura tous les résultats du cas de charge 5, 6, 7 et 8, donc avec toutes les directions de vent et toutes les combinaisons. Donc là, pour lancer un rapport d'impression, je vais pouvoir tout réduire ici. Vous avez le dernier dossier rapport d'impression. Vous pouvez faire un clic droit dessus, nouveau rapport d'impression. Donc ici, je vais aller assez rapidement grâce au modèle type. En fait, je peux charger un modèle type sur lequel j'ai déjà paramétré tous les chapitres. OK. Et ça me permet d'avoir tous les chapitres que je souhaite avoir pour les simulations de flux de vent. Donc par exemple, les cas de charge, les combinaisons. Les assistants, j'ai uniquement les profils de vent et les simulations qui sont disponibles. J'ai activé uniquement les nœuds et les forces d'appui sur les résultats d'analyse statique. Et sinon, j'ai les résultats d'analyse de simulation de vent. Vous pouvez ici cliquer sur paramétrage de l'impression pour visualiser l'entête et le logo de votre société. Une fois que c'est vérifié, hop, ici je vais juste modifier à 8. Alors, hop, et je vais cliquer sur enregistrer et afficher et vous avez le rapport d'impression qui va s'ouvrir dans un nouvel éditeur et que vous allez pouvoir contrôler et modifier.
Voilà, donc là, ça s'ouvre sur l'écran. Vous avez le navigateur à gauche où vous retrouverez toutes les données. On retrouve les modèles de position. S'il y a un chapitre qui n'a pas lieu d'être, ici par exemple sur le terrain qui est vide, on peut faire un clic droit dessus, supprimer du rapport d'impression. On retrouve ensuite les détails sur les cas de charge, la soufflerie, les dimensions de soufflerie, les combinaisons de charge. Vous voyez que vous avez des brèves descriptions sur les 184 combinaisons, les paramètres de simulation de flux de vent, le profil de vent, etc. Et ensuite, on arrive à la partie résultat de l'analyse statique. Ici, on n'a pas de distinction entre chaque chapitre. Donc, si on le souhaite, on peut en ajouter. On peut faire un clic droit sur le chapitre et démarrer avec une nouvelle page. Voilà, donc là sur les nœuds forces d'appui, on voit les résultats sur les 4 charges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur toutes les combinaisons également. Donc ça, on va pouvoir le modifier parce que là, on voit en bas qu'on a 70 pages sur les lignes forces d'appui. Donc on arrive à la page 33. Et si on arrive au dernier chapitre résumé des analyses de simulation de vent, on est déjà à la page 70. Donc ça veut dire que les chapitres nœuds force d'appui et lignes force d'appui représentent beaucoup de pages qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc on va pouvoir le modifier via modifier le rapport d'impression. Et donc on a la main sur les chapitres qui sont préalablement définis pour modifier ici. Sur les forces d'appui, je peux demander à choisir les chargements et ici uniquement afficher les cas de charge devant qui m'intéressent. Pareil pour les lignes forces d'appui, je vais uniquement afficher le chargement des cas de charge devant. OK. Et lorsque je valide et que je reviens dans le rapport d'impression, si j'actualise, je vais plus être à 70 pages, mais seulement à une dizaine de pages. Voilà, donc là ça s'est actualisé. On voit que j'ai que 13 pages désormais, donc c'est beaucoup plus lisible et je peux ici démarrer avec des nouvelles pages, mes différents chapitres. Ok, on va pouvoir ajouter des images au rapport d'impression. Donc là, je retourne dans RFEM. Je clique ici sur imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. Et je vais ici faire l'impression multiple. Je vais pouvoir désactiver le modèle, les imperfections, les charges également, afficher les résultats. Voilà, donc je vais sélectionner uniquement mes cas de charge de vent. Donc ceux-là, je vais pouvoir les enlever. OK. Et j'ai ici 0 image. Il me suffit d'activer par exemple les déformations globales et je vois que je vais avoir 4 images de disponibles avec les 4 cas de charge sélectionnés. Je peux activer également les réactions d'appui, donc en Z pour les appuis nodaux linéiques, et ça me rajoute 4 autres images. Dans l'onglet module, je vais pouvoir ajouter tous les cas de charge de vent en direction axonométrique pour la pression et le coefficient de pression. Ça me fait au total 16 images en plus. Et lorsque je valide, ici j'ai mon rapport d'impression qui se met à jour avec la pagination des nouvelles images qui s'ajoutent. Donc automatiquement, j'ai tous les paramètres qui sont enregistrés pour avoir mes images sur la moitié de la hauteur d'une page. Donc ça va me permettre d'avoir 2 images par page à chaque fois. Donc ici ça met à jour, voilà. J'ai les déformations, les réactions d'appui, etc. Si je souhaite avoir les déformations les unes après les autres, je peux les sélectionner dans le navigateur et les glisser, déplacer là où je souhaite. Ça me permet d'avoir les déformations ensemble, les réactions d'appui ensemble, etc. Également, je peux ajouter des données du profil de vent. Donc si je retourne dans les profils de vent de l'assistant de charge, je double-clique et j'ai également ici la possibilité d'imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. J'ai juste à valider après avoir prévisualisé et directement dans le rapport, ici, j'ai le profil de vent qui s'ajoute. Ok, donc on va passer à la dernière partie. On est déjà à 1 heure de temps sur le webinaire. Il va rester 10 petites minutes sur l'exemple de vérification selon la norme. Donc, on va être sur une toiture à un seul versant avec une application de zone de charge 2. Et on va voir en fait comparer les différentes valeurs sur les zones de charge F, G et H de la norme par rapport au modèle de simulation Airwin. Ok, donc je vais quitter ici le rapport et je vais passer sur le modèle toiture inversant, donc qui est déjà prêt. On retrouve la modélisation qui est faite à l'aide de surfaces rigides et donc on va pouvoir comparer les valeurs. Donc pour comparer les valeurs, je vais utiliser l'assistant de charge de vent qui est déjà disponible ici. Je peux faire un clic droit, nouvel assistant de charge.
Je retrouve ici la possibilité de définir ma toiture terrasse ou ma toiture à un seul versant. Et ici, je dois sélectionner les nœuds d'angle de toiture ABCD. Donc ça, c'est l'assistant de base dans RFEM sur des cas de charge simples de la norme. OK. Je vais activer uniquement la direction 1. Donc les autres, je les désactive. Vous voyez que ça met à jour le graphique et je vais me focaliser uniquement sur cette direction. On voit que je suis sur un angle de 5 degrés, de plus de 5 degrés de ma toiture. Donc je suis bien sur considération d'une toiture à un versant. OK. Au niveau des cartes et paramètres, j'ai repris les mêmes paramètres que pour l'autre modèle. Je vais juste me mettre en catégorie 4 ici pour la ville. Et je vais définir ma hauteur de structure à 4,70 m comme pour mon exemple. OK, faut savoir qu'ici, il y aura deux cas de charge de pression et de dépression qui sont faits selon la partie 7.3a de l'Eurocode 1 sur le vent. Et si je regarde les résultats que ça donne, en fait, cette partie, ça donne des valeurs de pression nulles ici sur les zones F, G et H pour la pression positive. Donc en fait, je ne vais pas avoir besoin de la définir pour la pression positive. Par contre, pour la pression négative, j'ai bien des pressions de vent de moins 0,87 pour la zone F, moins 0,61 pour la zone G et moins 0,31 pour la zone H. Donc ici, je vais pas besoin d'avoir d'activer la zone en pression, mais juste en dépression. Et je clique ici sur générer les cas de charge. OK. Et là, on a notre exemple selon la norme. Je peux me mettre en modèle filaire où on voit le chargement avec les valeurs de 0,87 sur la zone F, 0,61 sur la zone G et 0,31 sur la zone H. Donc pour comparer cette valeur avec la soufflerie Erwin, on va diviser la surface de toiture pour représenter les zones de charge et facilement les utiliser dans la soufflerie. Donc dans notre exemple, si je réaffiche ici le tutoriel, on a des largeurs qui sont définies selon la norme. Donc E sur 10, E étant la plus petite des deux dimensions B ou 2H, B étant égal à 10 mètres, H étant égal à 4,70 m, donc 2 fois H ça fait 9,40 m, et du coup ce sera la plus petite longueur. Donc E sur 10, ça va bien nous donner une profondeur de la zone F à 0,94 et E sur 4 à 2,35 m. Et ensuite, le reste des zones G et H sont définis en fonction de ces premiers critères sur le reste entre la largeur B et les zones F définies. Donc ça, on va le définir manuellement dans notre modèle. Donc on va désactiver ici les charges. Je peux diviser la ligne ici. Les deux lignes ici, je vais faire un clic droit, diviser la ligne, distance. Et donc par rapport à la projection en X, je vais diviser à 0,94 m et cliquer sur OK. Donc voilà, j'ai mes deux nœuds de position. Je vais créer une nouvelle ligne sur ce nœud. OK. Voilà, je peux faire un clic droit pour quitter. Et je vais diviser cette ligne pour avoir la largeur de la zone F. Donc je vais faire un clic droit, diviser la ligne, distance. Ici, donc ça va être 2,35 m, on a dit. On va cliquer sur appliquer. Et je vais sélectionner la dernière ligne créée, OK, pour mettre 2,35 m par rapport à la fin. OK, donc là j'ai mes points de zone et je peux copier, glisser-copier mes lignes facilement. Voilà, pour avoir la géométrie de mes zones. Et la surface, il me suffit de faire un clic droit dessus, diviser la surface avec des lignes d'intersection et j'ai les nouvelles surfaces qui sont créées. On le voit en modèle solide, on a bien ces zones et c'est ce qu'on va exploiter dans la soufflerie. Donc pour la soufflerie, on va créer un nouveau cas de charge qu'on va appeler vent 0 degré pour Erwin, OK, et qu'on passe en type analyse des simulations des flux de vent. Dans l'onglet profil de la norme, on peut le modifier ici pour se remettre en catégorie 4 comme pour l'assistant de vent. OK. Au niveau des paramètres de simulation, je peux également les modifier. Et ici, pour avoir un modèle de vérification vraiment complet, je peux augmenter la densité du maillage à volume fini, également activer les couches de contour ici autour de mes surfaces. Hop. Dans l'onglet flux stationnaire, je peux activer le schéma numérique du second ordre qui permet d'avoir un résultat plus précis et je vais augmenter le nombre minimal d'itérations et maximal d'itérations entre 500 et 1000. Je vais laisser les autres paramètres par défaut pour la convergence par exemple. OK,
je valide. Et également, dans le menu paramètres de maillage, je peux vérifier l'onglet simulation des flux de vent. Et ici, je vais laisser par défaut toutes les valeurs. OK, donc ça, c'est bon. On peut calculer et ouvrir dans Airwin pour vérifier notre maillage de notre toiture à un versant. On a la soufflerie qui va s'ouvrir, qui s'ouvre ici sur mon autre écran et qui va apparaître sur l'écran principal. Et on va voir la simplicité de création des zones à partir de surface. Alors là, j'ai un message d'avertissement, la topologie est correcte, il n'est pas nécessaire d'utiliser un modèle simplifié. Voulez-vous désactiver? Donc je peux cliquer sur oui, en effet, dans de rares cas où vous avez des surfaces rigides parfaitement liaisonnées, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser de modèle simplifié puisque le maillage est très exploitable par la soufflerie. Ok, ici on va travailler dans l'onglet zone, vous avez une seule zone par défaut. Et si vous allez dans le menu modifier, zone, vous pouvez générer les zones à partir des numéros de surface de RFEM. Voilà, vous avez automatiquement les zones qui vont pouvoir être exploitées pour comparer les valeurs de résultats. Donc là, on peut les renommer, on peut faire un clic droit dessus, modifier, renommer leur nom, etc. Donc voilà, donc moi c'est ce qui a été fait et je vais directement ouvrir le modèle final pour exploiter les résultats. Donc là, je peux fermer. On n'a pas besoin d'enregistrer. On va rester dans Airwin, donc on va cliquer sur non. Et ici, dans le gestionnaire de projet, je vais ici ouvrir. Voilà. Et donc, vous allez comprendre. Donc, si je retourne dans le modèle, vous avez bien ici les zones de disponibles que j'ai renommées F1 ici, F2 ici, la zone G et la zone H. Ok, au niveau des résultats, donc on peut lire les résultats de pression surfacique avec la valeur numérique et on va faire la comparaison avec la norme à l'aide de relevés ponctuels. Donc c'est l'option qu'on a ici dans le navigateur, on peut faire un clic droit dessus, nouveau relevé. Ok, et là vous pouvez sélectionner graphiquement, donc déjà je vais appeler ce relevé F pour la zone F, je vais l'appliquer sur le modèle simplifié et je peux définir graphiquement. Donc ici je vais prendre un point dans la zone, à peu près ici. OK, je clique sur terminer et je peux revenir dans mon relevé pour modifier plus précisément ici les valeurs. Par exemple, si je mettais en fait 5 mètres, voilà, pardon, si je mets 5 mètres ici, on voit que ça l'applique sur le côté. Ici, nous, on souhaite l'appliquer au milieu de la zone F, donc c'est 5 mètres moins les 2 mètres 35, ça fait 3 mètres, 825. On va cliquer sur appliquer. Voilà, donc ça nous le met à peu près au milieu. Et là où c'est important, c'est d'activer les données de vérification qui vont nous permettre de comparer la norme avec les résultats de l'analyse. Donc si je vous remontre le PPT, je vais utiliser les coefficients de pression calculés par l'assistant de vent. Donc pour la zone F, la valeur de référence expérimentale, c'est moins 0,87. Pour la zone G, moins 0,61. Et pour la zone H, moins 0,31. Donc ici, je peux définir moins 0,87. OK. Je peux cliquer, je peux valider. Et dans le navigateur vue, il va falloir modifier l'affichage des résultats pour activer les données de vérification. Et ici, activer les données de vérification pour le champ scalaire et également pour la valeur ponctuelle. OK. Alors là, ça ne l'a pas mis à jour. Il va falloir que je le redéfinisse ici. Tac. Je vais devoir le remettre à jour. On va le supprimer. On va recommencer le relevé. Modèle simplifié, donc je le définis ici. OK. On va activer les données de vérification. Donc on a dit à moins 0,89. Ici on se met à 3 mètres 825. Appliquer. OK. Donc voilà, donc en fait la zone ici devient un nouveau point
de référence pour les données de vérification qui vont fonctionner comme un transfert de chaleur où en fait le relevé ponctuel correspond à une source de chaleur et va chercher à comparer les valeurs environnantes sur le reste du maillage avec cette valeur de relevé comme une interpolation. Donc, on va pouvoir ajouter d'autres points sur ce maillage. Donc, je vais ici mettre à jour les données. Je vais mettre une autre donnée et je vais copier-coller cette ligne pour avoir de l'autre côté à moins 3,25 la même zone. J'applique ici. Hop, on a cette nouvelle valeur. Alors, ça n'a pas dû la prendre en compte également. On va, voilà, bien redéfinir moins 0,89, appliquer. Et du coup, cette deuxième ligne de relevé ponctuel devient une autre source de données de vérification. Et on voit que la valeur ici constante s'applique sur toutes les zones. On souhaite uniquement l'appliquer sur la zone F. Du coup, on va modifier les options de données de vérification pour ici appliquer une interpolation gaussienne. Ça veut dire qu'on demande à ce que toutes les valeurs à l'intérieur du rayon prédéfini soient égales à cette valeur. C'est ce qui va nous permettre de définir, d'imposer à la soufflerie que toutes les valeurs de données de vérification dans cette zone soient égales à la valeur définie. Là, ici, on voit que ça s'applique sur le mur. Nous, on souhaite vraiment l'appliquer sur les zones F, donc c'est la zone 7 et la zone 10. Si on clique sur appliquer, on va voir que ça met à jour. Et après, ça prend pas un rayon assez large. Du coup, on peut modifier les paramètres automatiques et mettre un rayon de 1,5 par exemple pour avoir directement sur toute la zone F les valeurs. Donc là, on est sûr qu'on demande à comparer toutes les valeurs ici à moins 0,89. Donc on va faire le même fonctionnement avec les autres relevés. Ici, alors je vais pouvoir le renommer ici, on va l'appeler F. On va faire un autre relevé ici qu'on va appeler G. On va pouvoir mettre une ligne et tout simplement copier-coller les valeurs. Ok, ici on va se mettre à 0, appliquer. Voilà, ça permet d'avoir ici cette valeur, sauf que la valeur de vérification ici, c'est pas moins 0,89, c'est moins 0,61. On peut cliquer sur appliquer. Ça met à jour ici en fonction de l'échelle de couleur. Dans les options, pareil, on va demander uniquement à activer sur la zone G, donc c'est la zone 8. OK. Et pareil, pour agrandir la zone, on peut modifier le rayon. Ici, on va mettre 3 mètres. OK. OK. Donc là, c'est bon. Et la dernière zone, nouveau relevé, qui va s'appeler zone H. Ici, je peux la définir graphiquement. On va se mettre par là. On va terminer. Et on va valider ici notre coordonnée Y à 0, appliquer, et définir les données de vérification à moins 0,31. OK, on applique. Et ici, on a la valeur qui s'affiche. Et pareil que pour les autres relevés, on va activer uniquement pour la zone 9, appliquer. OK, et il va falloir définir un rayon plus grand ici. Donc, par exemple, 6,5 mètres, appliquer. OK. Voilà, donc ici, on a visuellement donné la possibilité à Erwin d'avoir des zones de vérification précises comme pour la norme. Et là où c'est intéressant, c'est dans la lecture des résultats. Dans le navigateur vue, au lieu de maintenant d'afficher les données de vérification, on va afficher les différences. Voilà, et on voit maintenant que la différence entre un point de relevé ici et la valeur de données de vérification, elle est très faible sur les zones foncées. Donc là, par exemple, je peux définir un nouveau point ici qui a une valeur très faible. Hop, alors je peux par exemple aller dans la zone H, définir graphiquement un nouveau point, donc ici. Hop, également d'autres points ici, terminé. Et ça vient des nouveaux points de vérification où on a une comparaison par rapport à la valeur de pression de la soufflerie et la valeur réelle qui est proche de 0, ici par exemple sur cette valeur. Voilà, un autre moyen, un dernier moyen de vérifier les données, ça peut être directement dans les zones. Également, là, je ne l'ai pas affiché, mais on peut se concentrer uniquement sur les zones. Ça peut être plus visuel ici, les zones bleu foncé. Vous pouvez double-cliquer sur une zone
Et dans les informations, hop, ici, dans les informations, vous retrouvez également les valeurs moyennes de pression que vous pouvez comparer à la norme. Ok, voilà pour cet exemple. Il y avait beaucoup de choses à voir dans ce webinaire. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet les services en ligne, donc notamment sur l'outil de géolocalisation qui vous permet de récupérer les charges de vent automatiquement. Sur notre chaîne YouTube, donc le webinaire précédent sur Airwind qui a été fait en 2022 qui vous présente notamment l'import des IFC, les modèles de terrain, etc. Donc aujourd'hui, on est rentré un peu plus en détail sur l'interface avec Airfem qui permet d'automatiser beaucoup plus de façon beaucoup plus complexe les données d'entrée de Airwind en gagnant du temps sur le calcul. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos questions ou à nous contacter directement par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt.